Sade est sur cette limite et nous enseigne, dans deux sens que je voudrais vous épeler, en tant qu'il imagine de la franchir, qu'il cultive le fantasme sadique avec la morose délectation, je reviendrai sur ces termes, où ce fantasme se déploie. En tant qu'il l'imagine, il démontre la structure imaginaire de la limite. En tant qu'il l'a franchie, car il l'a franchie, il ne la franchit pas, bien sûr, dans le fantasme. C'est bien ce qui en fait le caractère fastidieux. Mais dans la théorie, il l'a franchie, dans la doctrine proférée en mots qui s'appellent selon les moments de son œuvre, la jouissance de la destruction, la vertu propre du crime, le mal cherché pour le mal. Et au dernier terme, les références singulières à ces entités qu'un de ces personnages, le personnage de Saint-Fond, pour vous aider à le repérer, dans l'histoire de Juliette, proclame sous la forme d'une croyance renouvelée pas tellement neuve, à un Dieu comme l'être suprême en méchanceté. Dans la théorie qui s'appelle, dans la même œuvre, le système du pape Pie VI, qu'il introduit comme un des personnages de son roman. Poussant plus loin les choses, il nous montre, nous déploie une vision de la nature comme d'un vaste système d'attraction et de répulsion, du mal par le mal, en tant que tel. Et le procès de la démarche éthique étant, pour l'homme, de réaliser à l'extrême cette assimilation à un mal absolu, grâce à quoi son interrogation à une nature foncièrement mauvaise est celle qui se réalisera dans une sorte d'harmonie inversée, je ne fais ici qu'ébaucher, résumer, indiquer ce qui ne se présente pas, vous le voyez, comme les étapes d'une pensée à la recherche d'une formulation paradoxale, mais bien plutôt comme son déchirement, son éclatement dans la voie d'un cheminement qui par lui-même développerait l'impasse. Ici, peut-on dire pourtant que Sade nous enseigne à proprement parler, et en tant que nous sommes dans l'ordre d'un jeu symbolique, une amorce, une voie, une tentative de franchir ce que j'ai appelé la limite, de découvrir, je vous en montrerai les témoignages, ce que nous pourrions appeler les lois de cet espace du prochain comme tel, de cet espace qui se développe en tant que nous avons affaire, non pas à ce semblable de nous-mêmes que nous faisons si facilement notre reflet et que nous impliquons nécessairement dans les mêmes méconnaissances qui caractérisent notre moi, mais à proprement parler ce prochain, déjà en tant que le plus proche, nous avons quelquefois, et ne serait-ce que pour l'acte de l'amour, à le prendre dans nos bras, je parle ici non pas d'un amour idéal, mais de l'acte de faire l'amour. Et nous savons très bien combien les images du moi peuvent contrarier notre propulsion dans cet espace. Est-ce que de celui qui nous apprend à nous y avancer dans un discours plus qu'atroce, nous n'avons pas pourtant quelque chose à apprendre sur les lois d'un espace en tant précisément que nous y font défaut, nous y leurrent, nous y trompent justement les lois de la captivation imaginaire par l'image du semblable. Vous voyez où je vous mène. Au point précis où je suspends notre démarche, je ne préjuge pas ici de ce qu'est l'autre, et je souligne les leurs du semblable, en tant que c'est de ce semblable, en tant que semblable, que naissent les méconnaissances qui me définissent comme moi. Et je vais m'arrêter un instant sur ce petit apologue, sur une petite image, où vous reconnaîtrez mes cachets privés. Je vous ai parlé, dans un temps, du pot de moutarde.
Ce que je veux vous montrer par ce dessin de 3 pots, c'est que vous en avez là toute une rangée de moutarde ou de confiture. Ils sont sur des planches, aussi nombreux qu'il suffira à vos appétits contemplatifs. Ce que je veux, sur cet exemple, vous faire remarquer, c'est que c'est en tant que les pots sont identiques qu'ils sont irréductibles. Je veux dire qu'à ce niveau, nous butons littéralement sur une espèce de préalable de l'individuation. Celui auquel en général ce problème s'arrête, à savoir qu'il y a celui-ci, qui n'est pas celui-là. Je voudrais, si vous êtes capable d'éveiller une oreille un peu subtile, vous faire entendre qu'à l'opposé de cette limite, c'est en tant qu'ils sont les mêmes qu'ils pourraient envelopper strictement le même vide. Je veux dire que l'un mis à la place de l'autre, c'est sans doute l'autre chassé par l'un, mais que le vide est le même. Vous ne pensez pas, bien sûr, que m'échappe le caractère sophistiqué de ce petit tour de prestidigitation. Néanmoins, comme tout sophisme, tâchez de comprendre la vérité qu'il recèle. Autrement dit, tâchez de comprendre que dans le terme même, l'étymologie, qui n'est autre, je ne sais si vous vous en êtes aperçu, que métips, fait de ce même en moi-même une sorte de redondance. Mais même de métipsimus, pour arriver à faire la transformation phonétique, le plus moi-même de moi-même, ce qui est au cœur de moi-même, ce qui est au-delà de moi, pour autant qu'il s'arrête au niveau de ces parois sur lesquelles on peut mettre une étiquette, cet intérieur, ce vide dont je ne sais plus s'il est à moi ou à personne, ce métipsimus, voilà ce qui sert, en français tout au moins, à désigner la notion du même. Voilà ce qui justifie l'usage de mon sophisme et qui me rappelle que ce prochain, il a précisément sans doute toute cette méchanceté dont parle Freud, mais qu'elle n'est autre que celle-là même devant laquelle je recule en moi-même, et que l'aimer, c'est vraiment l'aimer comme un moi-même, mais du même coup, c'est nécessairement m'avancer dans quelque cruauté. La sienne ou la mienne, m'objecterez-vous. Mais tout ce que je viens de vous expliquer est justement pour vous montrer que rien ne dit ici qu'elle soit distincte. Il semble bien plutôt que ce soit la même, à condition que soient franchies les limites qui me font me poser en face de l'autre comme mon semblable. Ici, je dois éclairer ma lanterne, cette ivresse panique, cette orgie sacrée, ces flagellants des cultes d'Attis et de ses bacchantes, de la tragédie d'Euripide, bref, tout ce dionysisme reculé dans une histoire perdue à laquelle on se réfère depuis le XIXe siècle pour essayer de retracer, de resituer au-delà de Hegel, de Kierkegaard, à Nietzsche, les vestiges qui peuvent nous rester encore ouverts de cette dimension du grand pan, dans une dimension apologétique et en quelque sorte condamnée chez Kierkegaard, utopique, apocalyptique, et non moins effectivement condamnée chez Nietzsche. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit quand je vous parle de cette mêmeté de l'autrui et de moi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour la raison qui m'a fait terminer mon avant-dernier séminaire par l'évocation corrélative au déchirement du voile du temple, que le grand Pan est mort. Je n'en dirai pas plus loin aujourd'hui, encore que, bien entendu, il ne s'agisse pas seulement qu'à mon tour je vaticine, mais que je vous donne rendez-vous au moment où, pourquoi le grand Pan est mort. Il faudra bien que j'essaie de justifier pourquoi, en quoi, à quel moment, et sans doute au moment précis que la légende nous désigne.
Ce dont il s'agit ici, ce en quoi j'entends vous mener par la main, et que vous y laissiez la ligne toujours possible à retrouver d'un fil, est la démarche de Sade pour autant qu'il nous montre, d'un certain champ de ce domaine, de cet espace du prochain dont je vous parle, l'accès dans ce que j'appellerais, pour paraphraser le titre d'un de ses ouvrages, qui s'appelle « Idées sur les romans », l'idée d'une technique proprement orientée vers la jouissance sexuelle en tant que non sublimée, et les rapports de cette idée avec ce champ à explorer de l'accès au prochain. Ici, nous ne pouvons que nous arrêter un instant pour annoncer que cette idée va nous montrer toutes sortes de lignes de divergence au point d'engendrer assurément l'idée de difficulté. Dès lors, il serait nécessaire que nous situions la portée de l'œuvre littéraire comme telle. Voilà-t-il pas un détour qui va, à coup sûr, on me reproche d'être lent depuis quelque temps, bien nous retarder. Pourrions-nous tout de même en finir avec ce pas du raffinement plus rapidement qu'il ne semble nécessaire, et rappeler qu'assurément plusieurs biais par où l'œuvre de Sade peut être prise doivent être évoqués, ne serait-ce que pour dire celui que nous choisissons? D'abord, cette œuvre est-elle un témoignage conscient de ce qu'il dit, ou inconscient? Quand j'entends inconscient ici, je vous en prie, ne faites pas entrer en jeu l'inconscient analytique comme tel. Je veux dire inconscient pour autant que le sujet Sade ne repère pas entièrement ce en quoi il s'insère dans les conditions faites à l'homme noble de son temps, à l'orée de cette révolution, puis dans la période de la terreur, que, comme vous le savez, il va tout entière traverser pour être ensuite relégué aux confins, dans l'asile de Charenton, par la volonté, dit-on, du premier consul. À la vérité, Sade nous apparaît bien avoir été extrêmement conscient du rapport de son œuvre avec la position de celui que j'appellerais l'homme du plaisir. Et pour autant qu'à l'intérieur de cette vie de l'homme du plaisir comme tel porte ici témoignage contre lui-même, en avouant publiquement les extrémités où en arrive ceci. Tout, dans la joie avec laquelle il rappelle les émergences que nous en avons dans l'histoire, le prouve assez. Avoue à quoi de tout temps en arrive le maître quand il ne courbe pas la tête devant l'être de Dieu. Il n'y a pas du tout à cacher la face que j'appellerais réaliste des atrocités de Sade. Assurément, leur caractère développé, insistant, démesuré, saute aux yeux et contribue par je ne sais quel défi à la vraisemblance, à faire entrer l'idée légitime de je ne sais quelle ironie de ce discours. Il n'en reste pas moins que les choses dont il s'agit s'étalent dans Suétone, dans Dion Cassius, dans quelques autres, et lisez les grands jours d'Auvergne d'Esprit Fléchier, pour apprendre ce qu'à l'orée du XVIIe siècle un grand seigneur pouvait se permettre avec ses paysans. Nous aurions tort, au ton de la retenue qu'imposent à notre faiblesse les fascinations de l'imaginaire, de penser que cette fois-ci, et bien que sans savoir ce qu'ils font, les hommes ne sont pas capables en de certaines positions, ces limites, de les franchir. Là-dessus, Freud lui-même nous donne la main de ce manque absolu de faux-fuyants, de toute gnèverie, qui le caractérise quand, dans le malaise, dans la civilisation, il n'hésite pas à articuler qu'il n'y a pas de commune mesure entre la satisfaction que donne une jouissance à son état premier et celle qu'elle peut donner dans les formes détournées, voire sublimées, selon les voies dans lesquelles l'engage la civilisation. À un autre endroit, il ne dissimule pas ce qu'il pense du fait que ces jouissances, qu'une morale reçue interdit,
sont néanmoins, par les conditions mêmes où vivent certains qu'ils désignent du doigt, et qui sont ceux qu'on appelle les riches, parfaitement accessibles et permises, et que sans doute, malgré les entraves que nous leur connaissons, ils en profitent quelquefois.